Aujourd'hui, on va parler de support physique et de Blu-ray avec Pépé Garcia. Comment tu vas? Comment tu vas? Bonjour tout le monde, bonjour toi. Bonjour, c'est merveilleux, je suis content d'être là. En plus, pour un sujet pareil, il y a des choses à dire, hein, même si à la base les gens disent oui, le Blu-ray, ok boomer. Non. C'est très influent dans le milieu de l'audiovisuel. Dans le milieu audiovisuel, on fait du mastering pour le Blu-ray et autres, c'est important. Ça donne le pas. Allez, on y va. Allez, let's go. Pépé, yes. Déjà première question. Yes. Est-ce que les disques Blu-ray, DVD, etc., tous les supports physiques de la vidéo vont disparaître à cause du streaming? C'est ma première question, la plus simple, la plus basique. Quel est ton avis sur ce sujet? Moi, j'entends depuis 3 ans que ça va disparaître. Même avant que l'idée du streaming, au sens fort du terme, apparaisse, on dit toujours ça va disparaître parce qu'en effet, les gens, c'est le prix qui fait fuir les gens aussi. Le truc, c'est que je pense que je vois pas comment ça peut disparaître, nota bene. Je vais être un peu plus ferme dans ma réponse. Celui qui va peut-être le plus s'en sortir, ça va paraître bête, hein, c'est le DVD. Parce que le DVD reste populaire dans le monde entier, c'est-à-dire pas uniquement l'Europe, États-Unis. Le DVD reste populaire en Inde, en Chine, Amérique du Sud. Et quand ils font des sortes de tests comme ça, de sondages, ils s'aperçoivent que 66% du marché du physique est détenu par le DVD. Est-ce que tu peux rappeler, Pépé, s'il te plaît, les différences de qualité entre un DVD, un Blu-ray et un Blu-ray 4K? Voilà. Alors d'abord, on a commencé par lancer le DVD, qu'on appelle l'image standard. Ouais. C'est-à-dire une image 576 pixels, c'est standard. C'est-à-dire c'est l'image basique. Voilà. Après, on a lancé le Blu-ray disc, qui lui est du 1080p. Donc c'est de la HD. C'est de la Full HD. Full HD, sinon on aurait fait du 720p. Donc voilà, donc on avait beaucoup plus de pixels à l'écran, donc on va sur 1080p. Et Sony a parachevé le truc en lançant le Blu-ray Ultra HD 4K, qui a donc 4 fois plus de pixels que le Blu-ray. Et je crois que si on compare avec le DVD, ça doit être 16 ou un truc comme ça. Les différences sont gigantesques en fin de compte entre un DVD et un Blu-ray 4K. C'est gigantesque. Donc Pépé, je réitère ma question, est-ce que les supports physiques type Blu-ray disque et DVD vont disparaître selon toi au profit du streaming? Moi je pense pas, dans le sens où déjà il y a toute une industrie autour de la fabrication des masters vidéo liés justement au Blu-ray, au DVD. Les ventes ne sont pas si catastrophiques que ça aux États-Unis ou en Europe. On a des disques quand même qui performent. Vraiment des gros trucs comme Avatar ou autre, on arrive à en vendre quand même des wagons. Donc il y a un truc très important, c'est les gamers. Le gaming, pour moi, est quelque chose d'important parce que quand on a annoncé justement, je ne sais pas quand paraîtra le numéro de Ask, la sortie de la PlayStation avec ou sans le lecteur de Blu-ray externe, il y a beaucoup de gens qui sont, même si c'est pas le support les fait pas rêver, un truc comme ça, ils ont une PlayStation. Ils ont une Xbox avec le lecteur, ils vont n'importe où dans un magasin, une grande surface, et ils voient par exemple les 3 Blu-ray à 30 €. Il y a quand même Temptation Island, tu vois. Ah bah moi j'ai un lecteur Blu-ray quand même dans ma console. Pourquoi je ne prendrais pas les 3 disques des films que j'aime bien, là, 3 Pirates des Caraïbes ou un truc comme ça, et je les fous dans le lecteur. Il y a toujours ce côté où je pense que les gamers, depuis le début, non seulement ils ont leur rôle à jouer, ce sont en général des fans d'images, de films, ils jouent, ils sont des technophiles, et je pense que le gaming fait tenir beaucoup de choses dans la plupart des marchés parce que les gens, ils sont enclins avec les machines à vouloir les nourrir. Et ben voilà, ça m'amène à la prochaine question, Pépé. Les caractéristiques techniques du Blu-ray sont-elles vraiment meilleures que celles du streaming? Est-ce que vraiment, je te mets les deux images côte à côte, tu peux voir une différence? La première différence entre le streaming et le Blu-ray disc, qu'il soit Full HD ou bien 4K, c'est la section audio. Les gens sont très impressionnés par le son. Ouais. Et c'est sur ce point que le streaming ne peut pas concurrencer le DVD, enfin le Blu-ray disc et le Blu-ray disc Ultra HD 4K, parce que le streaming ne peut pas assurer d'audio sans qu'il y ait de compression, de données avec perte. Le streaming, c'est le Dolby Digital Plus, en général, donc c'est une compression de données avec perte. Pour la plupart des plateformes, ça fait que on n'a pas du tout le même niveau sonore et la même puissance sonore en streaming qu'en Blu-ray disc. Est-ce que le jour où on arrive à atteindre ce niveau-là en streaming, au final, le Blu-ray disc n'aura juste plus aucun intérêt? Alors, à quel moment tu penses que justement, est-ce que tu penses qu'il y a cette bascule ou pas du tout? Pour certaines personnes, voire des milliers de personnes qui vont nous regarder, cette bascule existe déjà. Mais le truc que ne pourra jamais remplacer le streaming, c'est le côté où tu es un amoureux de cinéma. Il faut voir qu'à la base, le DVD, surtout le Blu-ray disc, avait été créé par Sony, entre autres, pour les gens qui étaient des fans de cinéma. C'est-à-dire qu'on se dit on va s'approcher au plus près du master des salles de cinéma. Ouais. C'était l'idée de base. Le seul truc que le streaming ne peut pas remplacer, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est?
Et une boîte, un coffret. Les coffrets collector. Ça s'adresse à qui? C'est là le problème, c'est qu'on peut toujours avoir des tas de discussions. C'est que le truc s'adresse dans ce cas-là aux gens qui sont des cinéphiles. Et je pense que l'avenir, malgré tout, parce que le Blu-ray disc a un avenir, l'avenir du Blu-ray disc tient dans soit les packages des 3 Blu-ray disques pour 30 € à la Fnac, soit les cinéphiles qui veulent l'objet. C'est-à-dire que ce qu'on ne pourra pas remplacer, c'est la possession du film pour soi. Le streaming, ça reste un truc qu'on va t'envoyer dans un tuyau, mais il ne t'appartient pas vraiment. Si demain matin, ils changent Mary Poppins ou un Roi Lion en dessin animé, et si tu sais, il y a des fois, ils modifient les films. Ouais. Le seul moyen d'avoir, par exemple, le premier Star Wars, c'est de l'avoir en VHS, sans les modifications George Lucas. Et c'est le support physique. Donc déjà, si tu es cinéphile, il y a déjà ça qui rentre en ligne de compte que je trouve important, mais je peux comprendre que les gens qui nous regardent peuvent dire, bah, après tout, c'est des objets qui s'adressent à 100, 150 personnes. À ma connaissance, le Blu-ray disque 3D d'Avatar s'est vendu, je crois, à 5 ou 6 000 pièces. Avatar 2 ou Avatar 1? Le Avatar 2. Parce qu'il y a des gens qui ont encore des tas de téléviseurs. Donc il y a quand même 5 à 6 000 personnes qui voulaient ce film-là en 3D, parce qu'il faut pas oublier. Du coup, en 3D, c'est plutôt de la vidéoprojection? Parce que les téléviseurs, il y en a plus beaucoup. Mais il n'y en a plus. Il y a ceux qui ont leur téléviseur 3D. Ouais. Mais la vidéoprojection fait de la 3D. Il faut savoir, comme truc important, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut du Blu-ray, on peut dire que c'est un support qui est mort, qui est crevé, décédé, qui sent... Non, mais le truc, n'oubliez pas que le DVD est le seul à pouvoir vous offrir un film en 3D. Il n'y a pas de plateforme de streaming. Alors, du coup, ça m'amène à la prochaine question, Pépé. Est-ce que dans ce lot, l'avantage du Blu-ray, etc., c'est la 3D? Mais moi, la question de la 3D, ça me perturbe. Oui, moi aussi. J'adore la 3D. Ça me perturbe aussi. Je suis quelqu'un... Avatar 1, ça a créé quelque part mon amour pour l'audiovisuel et la technique audiovisuelle, etc. On est d'accord, moi aussi. Important. La PS5, qui est quand même la nouvelle console, ne propose pas de la lecture des Blu-ray 3D. Alors que Sony était un des promoteurs. Voilà. Du Blu-ray, il continue à l'être, visiblement. C'est quoi cette histoire, Pépé? Est-ce que l'avantage de la 3D... Tu vois, genre, il y a les Blu-ray... Alors, t'as des films comme Avatar 2 qui sortent et on se dit, est-ce que c'est pas le relancement de la 3D ou quoi? Pas du tout. Non. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Est-ce que cette 3D, c'est au final un non-argument pour l'avantage du Blu-ray disque qui est capable de lire la 3D? Ouais. Quand les téléviseurs 4K sont pointés, il y avait les premiers téléviseurs 4K avaient une tolérance électronique. Philips et autres toléraient un signal 3D, donc passif, en 1080p, passif ou actif. Et à un moment donné, Samsung a dit stop. C'est pas possible techniquement, on va pas s'en sortir, hop, on arrête la 3D. Et tous les fabricants font la même chose. Donc tous les téléviseurs 4K qui sortent ne sont pas 3D, donc les gens sont rabattus sur les vidéoprojecteurs, donc BenQ, Optoma, Epson. Moi j'ai un Epson qui fonctionne très très bien en 3D. Je comprends que c'est peut-être plus un argument. Je suis d'accord avec toi, Arnaud. Je pense que c'est plus un argument parce que les gens ne trouvent peut-être plus l'intérêt de la 3D. Le nombre de films en 3D, c'est la catastrophe, ça chute. Bah et oui. Avatar 2 ne changera rien à l'affaire. Et pourtant, on pouvait y croire, parce que Avatar 2, quand même, a eu un immense succès. C'est la suite du 1. Mais est-ce que Avatar 2, d'ailleurs, il a eu un grand succès en 3D? Parce qu'il a aussi été diffusé en 2D. Je sais pas quelle est la proportion. Je sais pas la proportion, mais c'était énorme en 3D. Ils sont tous contents du restaurant. Les gens ont été le voir en 3D, généralement. Mais comme on va à Disneyland, c'est-à-dire qu'on n'y va pas 4 fois l'année. C'est-à-dire on y va à Disneyland, tiens, on met des lunettes avec les gosses, et on repose les lunettes après, et c'est sans regret. Parce qu'ils ont vu un truc en 3D qui était génial, fait par James Cameron, ou bien d'autres trucs mis en 3D. On sait que ça sera bien fait. Ou bien Toy Story, parce que c'est déjà créé en 3D, étant donné que c'est une création graphique. Le truc, c'est que, en effet, la 3D n'était plus un argument, mais il ne faut pas non plus dire que ça n'existe pas. La 3D est quelque chose qui plaît globalement aux gens. Il y a des nostalgiques de la 3D. Encore, c'est pas OK Boomer. Il y a des gens qui trouvent que la 3D est quelque chose qui n'aurait pas dû être abandonné. Et alors, du coup, vient mon autre question, Pépé. Quand tu achètes un Blu-ray disque, tu vois, donc dedans, t'as la VF, la VO. Sur le film, le même film. Ouais, le même film. Par exemple, j'achète le Blu-ray 4K quand même d'Avatar 2, qui est le dernier. Comme tu dis, James Cameron, il était là à regarder machin. Pourquoi, et c'est une question qui est énormément revenue, ils ont raison. pourquoi la qualité audio dépend de la version de la langue de doublage? C'est-à-dire que la VO, donc la langue originale du film, elle est dans sa qualité intégrale et complète et maximale. Donc on va avoir le Dolby Atmos, compression, DTS et tout, voilà, etc. Alors que quand je veux mettre la VF, parce que mes parents, ils regardent pas de VO, et ben là, on se retrouve avec un 5.1 et puis c'est tout. Du Dolby digital, compressé. Donc qu'est-ce qui se passe, Pépé, pourquoi la VF est abandonnée dans les Blu-ray, alors que quand on regarde
un film sur Disney+, Amazon ou quoi, ou qu'on l'achète en streaming, et ben la VF est pas forcément moins bonne que la VO. Là, c'est un avantage du streaming. Alors là, le premier avantage du streaming est tout simple. Il faut savoir un truc, c'est que quand tu presses un DVD, tu l'as pressé, c'est fini. Il existe. Le streaming, tu changes le fichier quand tu veux. C'est-à-dire qu'un fichier en ligne, qui par exemple, il y a un truc très fou, c'est que si vous achetez demain matin, imaginez une réédition de Terminator 2, et vous l'avez acheté 10 €, voilà, sur iTunes, vous avez donc accès au film, il est en Full HD, ce film. Si demain matin Cameron le sort en 4K Dolby Vision, on peut donc prendre exactement le même endroit où il était sur le serveur, on met la version 4K et vous l'avez, vous, accès pour le même tarif. C'est-à-dire qu'on peut changer le fichier à volonté, les langues à volonté. Le fichier est évolutif. Il y a un autre truc, il y a un débit maximal de ce que peut capter la diode laser. On va dire que c'est un problème technique. Là, c'est une limitation technique. Oh oui, c'est une belle limitation technique. C'est-à-dire que vous avez un débit maximal. C'est-à-dire que votre flux, quand le flux va récupérer ce qu'il y a sur le disque, il va récupérer l'intégralité du flux. C'est-à-dire qu'il va récupérer l'image, les pistes audio, donc la synchro timecode, il va récupérer les sous-titres, il va récupérer l'arborescence, l'authoring. Tout ça va être récupéré par le flux. Le flux, il a une capacité maximale de faire remonter des informations. Donc si on dit demain matin, ok, Christopher Nolan, il veut balancer un flux maximal de la vidéo. Combien est-ce qu'on peut mettre de pistes Dolby Atmos ? C'est ça, c'est qu'en fait, quand t'en mets plus en vidéo, t'en mets moins en audio. Ça dépend de la durée du film. Et ça dépend surtout de la... Ah oui. Pas la durée du film, c'est-à-dire on est toujours sur le bit budget de la captation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté où je pense, moi, que techniquement, on ne peut pas, par exemple, balancer un film avec un haut débit en Blu-ray 4K et 8 pistes Dolby Atmos. Ça fait trop. Et à un moment donné, dans le bit budget, c'est mais je peux pas remonter tout ça, moi. Donc c'est une question de place, en fait. De remonter d'informations. Le disque, il a de la place, mais combien tu peux remonter d'informations par le flux en laser en même temps. Et je crois que c'est maximum, ça dépend, mais ça doit être 105 mégas par seconde. Si déjà, tu peux pas mettre des pistes audio à la queue leu avec en plus un débit variable. Il remonte tout, quoi qu'il arrive. Il remonte le flux entier. Tu peux pas lui dire tu remontes que le français. Non, quand tu envoies ton flux et que tu appuies sur ton lecteur de Blu-ray disque, il va t'afficher toutes les langues, mais elles sont remontées déjà. Ouais, il les connaît. Il a plus qu'à basculer d'un flux à l'autre, mais il a remonté en même temps. Si les éditeurs voulaient nous faire plaisir, Arnaud et les gens qui nous regardent, ils sortiraient un disque par pays. Et c'est ce que font les éditeurs français. Ou Sony le fait souvent, ils ont VO et VF en Dolby Atmos, mais ils ne mettent pas 250 pistes derrière. Ils le font pour la France. Donc le streaming, c'est l'informatique. Ils ont les masters, ils choisissent ce qu'ils rajoutent. Le Blu-ray, quand il est pressé, il est pressé. Et puis, il n'y a pas de mise à jour qui est possible. Il faut qu'ils ressortent une autre édition après en disant remastering, ils rajoutent des trucs. Mais on est sur des problèmes qui sont évolution possible ou pas évolution possible. Pépé, j'ai une question qui s'ensuit. Pour tous les gens qui ont des Blu-ray, ou alors qui se disent tiens, je vais acheter la nouvelle PS5, elle a un lecteur Blu-ray, ou je vais acheter la nouvelle Xbox, elle a un lecteur Blu-ray, ou je l'ai déjà chez moi, je veux m'acheter peut-être un Blu-ray 4K pour me faire plaisir. Et il y a une foire aux paramètres, on comprend rien. Et moi, le premier, je vais te donner mon exemple personnel, je me suis lancé à acheter un Blu-ray pour le mettre dans la PS5 édition physique. Et là, moi qui ai un système 5.1 chez moi, j'avais l'impression de ne pas écouter du 5.1. Tu me donnes le nom de ton système parce que c'est un beau système que tu as. C'est le Sony HT-A9. Oh là là. Quick, on met l'image. C'est 4 enceintes qui permettent de faire un son surround. Tu l'as testé d'ailleurs? J'ai adoré ce produit. C'est vrai? Ah ouais, j'ai adoré. Parce que pour moi, c'est une solution parce qu'en plus, rapidement, il faut savoir que les plots, tu peux les passer n'importe où et qu'ils s'autogèrent. C'est-à-dire que c'est rarissime de faire ça. C'est-à-dire que tu peux positionner un ici, un là. Donc, et puis, ils vont s'autogérer. C'est un produit étonnant. Tu as pris un sub avec en plus. Oui, un subwoofer pour avoir des basses qui font boum. Donc, toi, tu as eu le problème de savoir qu'est-ce que ta PlayStation 5 envoyait au HT-A9. C'est ça? Exactement. Donc en fait, voilà, j'envoie le signal de ma PlayStation 5 et genre c'est lu. En gros, c'est un peu comme une barre de son comment ça fonctionne dans mon truc. Et du coup, je me disais mais c'est marrant, j'ai pas l'impression d'avoir un truc si surround que ça. T'avais pas d'auteur, t'avais rien. J'avais pas d'auteur, j'avais pas tellement de trucs à l'arrière, je comprenais pas trop ce qui se passait. Alors Pépé, quels sont les réglages, surtout je pense audio, parce que la vidéo on n'a pas grand chose à régler. Il faut demander HDR ou pas. Ça se fait tout seul, quoi. Là, quels sont les réglages audio que tu conseilles quand on lit un Blu-ray disque pour qu'on ait le top du top? Alors ça dépend ce que tu mets derrière. Alors là, dans le cas où vous avez un système home cinéma compatible Dolby Atmos,
il faut surtout dire à la PlayStation 5 qu'elle ne tripote pas le signal. C'est-à-dire que tu as... Il y a une manip, elle est en ligne, même dans mon test de la PlayStation 5 sur la chaîne, je vous montre la manip en tuto. Vous avez plusieurs types de sorties. Si vous mettez Bitstream, vous envoyez le flux tel qu'il est sur le disque. Dans ce cas-là... La PlayStation 5 ne le traite pas, en gros, c'est ça? Le Bitstream, c'est... touche à rien, t'envoies le flux, c'est un bitstream. Ok. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'il y aura sur le disque, et dans ce cas-là, le HTA9, lui, va décoder ce bitstream. Regardez si vous avez bon réglage de sortie, donc bitstream, PCM, il y a peut-être d'autres noms pour ces trucs-là. Ou peut-être que même depuis longtemps, vous vous rendez compte de rien, Ouais. et vous avez débloqué le truc, et vous avez, oh! Toi, t'as vu une différence quand t'as changé de... Ah bah, c'est même pas que j'ai vu la différence, c'est que tout à coup, le son a pris une ampleur En bitstream dans mon salon qui était folle. C'est-à-dire que là, je t'explique, j'avais l'impression de regarder un truc qui sortait des haut-parleurs de devant, avec un son qui était tout devant, des petites explosions, tu vois, les trucs qui sont censés... Et ben, des explosions qui étaient toutes devant et tout, voilà. Mon Dieu. Et là, j'ai mis Bitstream, et ça passait derrière, et ça passait dans tous les sens. Bon. Et là, je me suis dit, ok, là, il y avait 1000 fois plus de basses en plus. Voilà, c'était le HTA9 qui décodait. Allez, Pépé, question suivante. Est-ce que, on reste sur les consoles, tu l'as dit, en fait, les consoles sont le nerf de la guerre. Ah, c'est le nerf de la guerre, entre autres. Est-ce que les consoles sont de bons lecteurs Blu-ray? Je pense que déjà quand Sony fait une console, il faut savoir qu'ils ont fait quand même 10 ans de lecteur de Blu-ray derrière. Ils savent le faire. Alors le problème, on va le faire bref parce que moi je vais faire des réponses à rallonge. Le problème de ces produits qui ne sont pas des lecteurs de Blu-ray, c'est la façon dont ils vont traiter un disque qui n'est pas 4K. Parce que le 4K, c'est facile. Tu mets le disque dedans, t'as pas de travail particulier d'upscale, de travail. Ouais, c'est la source pleine. C'est presque la source pleine. On a travaillé un petit peu le HDR, Dolby Vision s'il y a quelque dedans. Mais le problème, c'est quand tu vas foutre un DVD à l'intérieur, comment est-ce que la console va le gérer pour balancer un signal qui soit à peu près acceptable. C'est-à-dire le travail d'intelligence qu'ont certains téléviseurs d'avoir comme ça un accès au cloud pour peaufiner l'image. Le problème sera sur ce qui n'est pas 4K. Ah oui, donc en fait, le problème de la console, pour résumer, c'est qu'elle n'est pas si bonne en upscale. Mais en fait, par contre, une source 4K, elle le fera très bien. Elle n'est pas conçue pour avoir toute l'intelligence de certains lecteurs de Blu-ray disques qui ont des circuits qui sont très performants. Est-ce qu'on perd quand on est sans fil en qualité audio de son Blu-ray? Est-ce qu'il y a une compression quelque part? Alors, il faut savoir ce qui envoie le son en Wi-Fi déjà, parce que je ne sais pas. Est-ce que si le truc, c'est que le Wi-Fi peut autoriser du haut débit. Hein. Ouais. C'est le Bluetooth qui peut pas. Si vous avez en effet la possibilité d'avoir un réseau Wi-Fi avec des enceintes comme les Sonos et autres, le Wi-Fi peut transporter un signal, même 16 bits, 24 bits, tout ce que vous voulez. Le Wi-Fi peut. Est-ce qu'il y a une durée de vie limitée au Blu-ray disque? C'est-à-dire que tu le lis 50 fois et après on commence à être rayé, je sais pas quoi. Il faut savoir que le Blu-ray disque, quand il est effleuré par un faisceau laser, il risque rien. Par contre, tu peux mettre tes doigts, tu peux le rayer, tu peux le faire frotter sur le plateau, c'est des possibilités. Il peut pas s'user. Tu peux l'user toi, quoi. C'est toi qui vas le bousiller. Voilà. Mais il n'y a pas de. Lui-même, il va pas se rayer. C'est pas du vinyle, il n'y a pas de lecture, c'est une lecture par un faisceau laser. Ouais. Sur un substrat, il remonte l'information avec un miroir. Lui, il est pas touché. Ouais. Moi, franchement, tous les DVD que j'ai, enfin le Blu-ray que j'ai, ils passent. Hein. Alors j'ai une question. Dans l'audio, on parle maintenant, il y a le lossless, yes. les abonnements hi-fi, yes. etc. Yes. etc. Yes. Sauf chez Spotify. Ils vont y venir. Ils vont y venir. Je suis sûr qu'il y a une annonce à Las Vegas. Bon, quand on parle d'audio, lossless, etc., on me pose la question dans le chat. Est-ce que vraiment, quand on est en Bluetooth, tu dis la plupart des écouteurs et des on vient sur l'audio hors cinéma là. Voilà, je parle de hors ça. Cinéma. Quand on est sur une connexion sans fil Bluetooth, souvent avec le codec SBC dont tu parles souvent. AAC, oui, les basiques, ouais. Est-ce qu'au final, tout ça n'est pas que du marketing? Ou est-ce que ça a un réel intérêt dans nos oreilles avec nos écouteurs et nos casques qu'on utilise au quotidien? Alors, c'est une très bonne question parce qu'elle revient depuis des années, cette question. D'abord, ça dépend vraiment de la qualité déjà des écouteurs, qui peuvent faire la différence ou pas. Et ça dépend de ta formation d'oreille. Parce qu'on avait fait des essais, rappelle-toi, sur des choses où vous êtes beaucoup plus jeune que moi, vous avez de la chance, et vous êtes habitué à certains types de sons, travaillant en Bluetooth et autres. Moi aussi, c'est mon métier. Et vous avez fait écouter un casque ou deux casques où c'était en filaire avec un baladeur et tes propres mots, ça avait été incroyable. Incroyable, oui, c'était une expérience incroyable. Mais justement, tes fichiers étaient... C'était de la qualité CD et du 24 bits, comme on a en streaming. Comme on a en streaming. Yes. Mais alors, est-ce que au final,
ça n'a pas aucun sens de proposer ça sur le streaming? Est-ce que c'est pas juste une communication alors qu'au final on n'aura jamais cette qualité-là bien sûr que tant qu'on n'aura pas le lecteur et la paire d'écouteurs? Oui, mais dans ce cas-là, tu peux pas dire ne mettez pas de haute qualité sur le streaming parce qu'il y a des gens qui peuvent pas l'écouter. Non, il faut pas que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire que le but de toute cette plateforme de streaming, de Apple, qui a été parmi les premiers, hein, Apple en passant par Cobuzz les Français, par Deezer, par Tidal aux États-Unis, le but c'est de mettre la qualité la plus haute possible et de laisser les gens redescendre. Ouais, mais ils redescendent bien, hein. Il y a des gens, mais oui, mais ce qui est con, c'est que les gens, ils la musique. Moi, je prône l'idée de dire, en effet, maintenant avec un smartphone, un petit DAC à 90 € et un casque, on a un son de ouf. C'est tout, c'est-à-dire que là, tu as Apple Music, tu as un truc en lossless ou en 24 bits lossless, tu mets le petit DAC ici, tu achètes un bon petit casque à 250 € chez Audio-Technica, tu écoutes, oh et t'as pas dépensé 12 milliards de dollars, t'as déjà ton smartphone. Ouais. Donc le truc, c'est que... Et du coup, tu pars quand même là, tu viens de me dire, on met un petit DAC, donc on branche en filaire, quoi. Yes. Ben oui, ouais. Mais en Bluetooth... On n'est pas sur une connexion... Mais en Bluetooth, on sait tous, on a réussi à tous à se faire au Bluetooth. Moi, j'écoute le AirPods Max en Bluetooth. Ouais. Je mets un filaire de temps en temps quand je suis chez moi, mais chez moi, j'écoute les casques plus Wi-Fi. Tu vois, on nous demande, est-ce que tu penses que le prochain AirPods Max 2 aura le lossless en sans fil? Oui. Ouais, ça va être vidéo à 19h30 sur ma chaîne. Ah, t'en parles? Je fais le comparatif. Dis-nous c'est quoi dessus ta vidéo, comme ça les gens ils vont passer sur ta vidéo juste après. Bah, je me suis piqué ma crise, je me suis énervé avec Apple et je leur ai dit quelle est la différence entre les AirPods Pro 2 Lightning et les AirPods Pro 2 USB? Est-ce qu'il y a une différence? Pépé, il y a une nouvelle chambre acoustique, on a travaillé. Je dis, est-ce que cette différence audio va s'entendre quand on n'aura pas le casque? Ils ont dit qu'il y avait une nouvelle chambre acoustique, etc. C'était marqué dans le dossier de presse en gros. Ouais. Et je leur ai dit. Je pensais pas qu'il y avait une évolution audio. Ils ont dit nouvelle chambre acoustique. Le dossier de presse. Ok. Et je leur ai demandé, hein, j'étais en visio avec eux. Hein. Ils m'ont dit oui, on a travaillé le son sur les nouveaux. Donc USB. Je leur ai dit pourquoi vous n'avez pas appelé ça les AirPods 3 Pro 3. Ils me disent ouais parce qu'on voulait pas troubler le consommateur. Bah, je dis bah c'est fait. Hein. Vous avez fait des annonces partout en disant que ça marcherait avec l'Apple Vision. J'ai envoyé les deux paires d'AirPods à mon ingénieur du son. Il a passé 2 jours avec. Il a fait les mesures entre les deux. Et alors? Vous avez les réponses tout à l'heure? Ah non, faut pas tout dire. Eh ben écoute, merci Pépé, franchement t'as répondu à toutes mes questions, qui étaient pas si simples en plus. J'adore. Bah oui, là, mais c'est un gros sujet. Mais c'est qui te passionne en plus. C'est plus gros qu'on ne le croit, parce que encore une fois, on parle de streaming, on parle d'entertainment, de film, de mastering, tout est lié, et c'est un gros sujet. Ouais. Et encore une fois, je finirai en disant c'est complémentaire. Faut pas qu'il y en ait un qui dise on va buter l'autre. Ça fonctionne pas comme ça on va faire l'industrie. Plein d'autres asks de toute manière ensemble cette année pour pouvoir répondre à toutes vos questions techniques. C'est des émissions un peu techniques, mais on sait que ça vous plaît. On fait plein de sujets, les vidéoprojecteurs. On a parlé de gaming à fond avec. Ouais, on a parlé de gaming, etc. La PlayStation, la Xbox. Donc voilà, je sais que c'est un sujet c'est une émission qui c'est un programme qui plaît globalement parce qu'on répond à des questions et ça dure dans le temps surtout ces vidéos-là. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci Pépé. Merci Arnaud. Merci tout le monde, merci Frandroid. On retrouve Pépé sur sa chaîne YouTube, Pépé World, et puis toutes les activités qui t'entourent. C'est très actif, partout. Bah, comme toi, on travaille, on est content, on est heureux. On est heureux. Allez, vive les technologies, vive le Blu-ray. À bientôt. Vive le cinéma. Voilà. Sous toutes ses formes. En général. Le cinéma. Allez. Ciao. Ciao.